Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo sur cette chaîne. Aujourd'hui, on va parler avis lecture puisque je vais vous faire mon premier avis lecture du Pumpkin Autumn Challenge. Si besoin, je vous remets dans le petit en haut de l'écran ma pile à lire du challenge et donc aujourd'hui, je vais vous parler de 6 lectures. En tout, on a 5 romans et un graphique. Je suis très contente d'en avoir déjà lu autant en 2 semaines. Pour moi, c'est pas mal du tout, 6 lectures. Là, j'entame ma 7e. Mais je voulais quand même vous faire cet avis lecture rapidement parce que sinon après ça s'entasse et ça fait des vidéos qui durent des heures et des heures. La preuve, mon dernier avis lecture faisait 1 heure à la base et je l'avais réduit à 3/4 d'heure, mais c'était quand même extrêmement long. Donc je me suis dit que ça serait pas mal de les faire plus rapprochés. Le seul problème, c'est que la semaine prochaine, je suis en vacances en France, je ne pourrai pas filmer, mais comme je pense que je n'aurai pas le temps de lire beaucoup non plus, et bah au pire, ça fera pas franchement beaucoup de lectures à rattraper. Mais donc, on va commencer tout de suite. Alors, premier roman. Je vous en avais parlé en vous disant qu'il me faisait extrêmement envie et c'est pour ça que j'ai choisi de commencer mon challenge avec lui. Il s'agit de The Axeman's Jazz de Ray Celestin, en français Carnaval. C'était absolument génial. Je sais pas pourquoi, j'avais un très bon feeling avec ce roman au moment de l'acheter, de le trouver en occasion, et ensuite au moment de me lancer dedans, et j'ai eu totalement raison. Ici, on est à la Nouvelle-Orléans en 1919, ouais c'est ça. On est en 1919 et on va avoir un personnage un peu mystérieux, quasiment fantomatique, The Axeman, donc l'homme à la hache, qui va commencer à assassiner des gens un peu partout dans la Nouvelle-Orléans et à laisser des messages très mystérieux. On ne sait pas s'il s'agit de quelqu'un qui a des pouvoirs paranormaux, si c'est un serial killer comme tous les autres, s'il a un but, un projet caché. Et on va suivre 3 personnes qui vont mener l'enquête à leur manière. D'un côté, on va avoir Michael, qui est lieutenant de police, mais qui est très mal vu dans la police parce qu'il avait permis de dénicher un ripou, donc même s'il a contribué à la justice, il est quand même très très mal vu dans la police. On va suivre le dit ripou qui vient de sortir de prison et qui en fait doit rendre service à quelqu'un et ce quelqu'un lui a demandé de résoudre l'enquête. Et enfin, on va suivre une jeune femme, j'ai perdu son nom, Aida, qui est secrétaire dans une agence de détective privée, sauf qu'elle, elle voudrait être plus que secrétaire, elle voudrait être réellement détective, et elle se dit que si elle arrive à résoudre l'enquête, bah forcément son patron sera forcé de la remarquer. C'était vraiment génial. Ce que j'ai aimé surtout, c'est de 1, les personnages. Je me suis beaucoup attachée à Michael et encore plus à Aida. Même si on les suit de manière indépendante, hein, je vous l'ai pas dit, mais ils ne se croisent pas. On les suit vraiment de manière indépendante. Et ce que j'ai adoré aussi, c'est l'ambiance. Tout de suite, on est plongé dans la Nouvelle-Orléans, avec la prépondérance du jazz, bien évidemment. On a également le côté vaudou, de la culture cajun, également aussi qui est représenté. Donc du point de vue multiculturel, c'est très très fort. Et il y a tout un tas de questions qui sont évoquées, notamment la question du racisme et forcément de la ségrégation dans le sud des États-Unis à cette époque-là. Le personnage de Michael, notamment, est très intéressant de ce point de vue-là. Je vous laisserai découvrir pourquoi si ça vous intéresse. Il est également question, évidemment, avec Aida, de la place de la femme, et, par exemple dans le monde du travail. On va croiser un personnage auquel je ne m'attendais pas du tout. Je vous le glisse et vous verrez pourquoi il est là. Mais ça vous spoile rien dans le sens où il arrive très très tôt. Il s'agit de Louis Armstrong. Donc je vous en parle pas plus, mais c'était très très chouette de le voir. Il a un rôle à jouer. J'ai vraiment adoré, j'ai adoré la plume, j'ai adoré le ton. J'ai vu qu'il y avait 2 autres tomes dans la même saga, on va dire, c'est pas forcément à la suite directement, mais avec des personnages en commun. Ça se passe 10 ans plus tard à Chicago. Donc je les ai mis dans ma wishlist et je pense que je vais craquer assez rapidement parce que j'ai vraiment vraiment adoré. C'était ma première lecture du challenge et mon premier coup de cœur. Vous allez voir que c'était pas le seul. Pour l'instant, j'ai vraiment de la chance avec mes lectures, mais franchement, foncez. Comme je vous ai dit, ça a été traduit en français, donc si ça vous fait envie, n'hésitez plus, c'est de la très très bonne qualité. Deuxième lecture, j'ai lu The Light Fantastic de Terry Pratchett, qui est donc le deuxième livre des Annales du Disque Monde quand on prend la saga par ordre chronologique. On suit ici les mêmes personnages que dans le premier livre. On va donc suivre Rincewind, qui est un sorcier un peu raté, c'est-à-dire qu'un jour quand il était jeune, il a lu un sort dans un livre de sorts. Ce sort est entré en sa tête et depuis, il a toujours été incapable de réaliser le moindre autre sort, c'est-à-dire que ce sort occupe toute sa tête, il ne peut rien faire d'autre. Donc autant dire que c'est un magicien raté. Il va servir de guide touristique à un touriste venu d'un autre univers, d'un autre monde, à un touriste qui s'appelle Tooth Sour.
Donc on avait commencé à les suivre dans le premier tome. Ici on suit la suite de leurs aventures. Ici on est un peu plus entre guillemets dans de l'action. On rencontre toute une flopée de personnages. Comme toujours chez Terry Pratchett, c'est plein d'humour, c'est plein d'esprit. Maintenant, j'ai eu un petit peu de mal à accrocher à l'histoire, notamment au début, parce qu'en fait, on suit plein de petits épisodes avec plein de petits personnages différents, jusqu'à qu'au bout d'un moment, ça ait du sens et que tout se recroise, mais il faut vraiment s'accrocher pendant un moment. Heureusement, c'est court hein, comme roman. On est sur un roman qui fait à peine 270 pages. Mais voilà, je vous le dis, vaut mieux avoir le cerveau bien accroché quand vous vous lancez là-dedans. De toute façon, avec Terry Pratchett, en général, on peut pas trop s'endormir, il vaut mieux rester concentré. Ça reste très très chouette. Je sais pas si on va avoir d'autres tomes des Annes du Disque Monde qui suivent ces personnages ou pas, mais j'ai le 3e tome qui m'attend dans ma pile à lire, je pense le lire cet hiver, et avec le 3e tome, il me semble qu'on va commencer le cycle des sorcières, et ça j'ai vraiment très hâte. Mais ça fait toujours plaisir quand même de retourner chez du Pratchett pour passer un bon moment, ça fait toujours bien le job. 3e lecture et 2e coup de cœur, vous allez voir, c'est vraiment un avis lecture où j'ai eu que du très très bon. J'ai lu la semaine dernière The Long Way to a Small and Angry Planet de Becky Chambers. On est ici sur du space opera, donc de la science-fiction. Je lis très très peu de science-fiction, vraiment c'est un genre vers lequel j'ai très peur de me tourner en général, sûrement parce que j'ai des a priori totalement infondés, la preuve avec ce genre de livre. Mais celui-là, j'en avais entendu du très bon, notamment le podcast Spirits avait fait un épisode dédié à ce livre. Et en fait, je l'avais écouté, je crois, l'année dernière, sans faire le lien au moment où j'ai acheté ce livre. Et c'est après que je me suis rendu compte que, oui, j'avais déjà entendu parler de Becky Chambers. Et du fait que ça avait été recommandé par Spirits, qui est un de mes podcasts préférés, ça me faisait une raison de plus pour me lancer dedans. Il vient d'être traduit en français et tout le monde l'a encensé. Et c'est là que je me suis dit, allez, maintenant tu fonces, t'as plus d'excuses. Et j'ai vraiment, vraiment bien fait. C'était super chouette. Je m'attendais pas du tout à ça. On va suivre... comment elle s'appelle ? Rosemary. Rosemary, c'est une jeune femme qui est tout juste diplômée et qui va prendre un job c'est un peu l'équivalent de comptable ou assistante administrative sur un vaisseau qui est dirigé par un capitaine humain et dont l'équipage est composé de différentes espèces, j'aime pas trop ce mot, mais de différentes espèces venues des quatre coins des galaxies, des quatre coins des univers. Et il va leur arriver tout un tas de choses, mais c'est jamais trop... c'est pas de la grosse action, il se passe pas des choses de fou, c'est plus des tranches de vie, à part un épisode un peu plus dense, un tout petit peu plus sombre. Mais c'est plus une tranche de vie qui se passe à peu près sur 1 an. Et en fait, on va se concentrer surtout sur les relations entre les personnages. Rosemary, si elle s'est embarquée sur ce vaisseau plutôt que de suivre une carrière tout à fait classique dans son domaine, c'est qu'elle veut fuir quelque chose, elle veut fuir sa vie d'avant. Les autres personnages aussi ont des secrets, des envies, des rêves, des désirs, des problèmes. Certains ont même quelques casseroles ou ont des choses qu'ils ignorent sur eux mais qui pèsent lourd comme une épée de Damoclès au-dessus d'eux. Et c'était génial. J'ai ri, j'ai été émue, j'ai été énormément touchée. Ce livre est extrêmement intelligent. C'est presque du feel good un peu dans un certain sens, mais dans un décor de science-fiction et avec quand même beaucoup de questions. L'autrice en fait, elle a fait quelque chose de très intelligent, c'est qu'elle a utilisé ce support de science-fiction pour de un écrire quelque chose de profondément humain, mais de deux étudier certaines questions, par exemple les questions de genre, d'identité de genre, les thématiques des relations au sein des couples ou entre les gens, entre les espèces, entre guillemets. Ce que j'ai apprécié, c'est que les humains ne sont pas du tout placés comme des héros ou comme étant supérieurs à d'autres races. Ils sont clairement une race parmi tant d'autres qu'on considère un peu comme... pas des parvenus, mais un peu arrivés en dernier, alors que d'autres étaient là bien avant eux. C'était très très chouette, j'ai beaucoup aimé, je vous le dis, c'est très bien écrit, ça se lit bien. L'anglais est pas hyper difficile, c'est pas forcément pour les grands débutants, mais si vous avez déjà lu un petit peu en anglais, je pense que ça sera plutôt accessible. Il y a un tome 2 et 3 et j'ai très hâte de me lancer dedans. Franchement, même si vous lisez pas beaucoup de science-fiction, n'hésitez pas.
Pour vous dire, la comparaison que j'ai fait dans ma tête, et c'est pour vous dire à quel point j'ai peu de références en science-fiction et en space opera, ça m'a fait penser à une version plus adulte de Aurora Rising, la saga de Jay Kristoff et Amy Kaufman. C'est-à-dire qu'on suit vraiment un assortiment de personnages qui à la base n'ont rien pour être ensemble et surtout pour fonctionner ensemble, mais ça fonctionne vraiment, il y a énormément d'émotions, énormément d'humour. La seule différence c'est qu'ici on est sur de l'adulte, pas sur du YA, et donc on a moins le côté quête avec un héros qu'on retrouve dans la plupart des romans YA. Je vous le dis, c'est franchement plutôt quelque chose d'un petit peu épisodique, et au fur et à mesure on voit les relations entre les personnages évoluer. Mais en tout cas, c'était une excellente lecture, ça a vraiment été un petit coup de cœur, un très joli coup de cœur, et je vous le recommande très vivement. On passe sur la lecture qui est celle que j'ai un peu le moins aimée par rapport aux autres, mais ça n'en reste pas moins une très très bonne lecture. J'ai lu en fin de semaine dernière Mexican Gothic de Silvia Moreno García. Vous le savez si vous suivez ma chaîne depuis le début, j'ai lu cet été Gods of Jade and Shadow de cette autrice qui avait été un énorme coup de cœur. J'avais adoré le côté mythologie notamment, j'avais énormément aimé les personnages et j'avais adoré l'écriture de Silvia Moreno García. Et donc je me suis jetée sur celui-là dès que je l'ai trouvé en occasion, d'autant qu'il venait de sortir en France et qu'il y avait une grosse hype et que je m'étais dit si tu le lis pas maintenant, la hype risque un peu de te blaser. Et c'est pas ça qui s'est passé, pas du tout. J'ai vu qu'il avait eu des retours mitigés en France, mais parce que je pense que les gens ont été un peu, alors pas trompés, c'est pas du tout ça, mais se sont peut-être lancés dedans sans trop savoir vers quoi ils allaient, et donc ils ont été déçus. On est sur un roman gothique, d'inspiration gothique, qui peut faire penser à Rebecca de Daphne du Maurier, qui peut faire penser à Northanger Abbey de Jane Austen, qui peut même faire penser à Atonement de Ian McEwan, dans le sens où il détourne les codes du gothique, mais on n'est pas que là-dessus. C'est-à-dire que Silvia Moreno García en a fait quelque chose d'autre, quelque chose de plus. Elle en a aussi fait un roman horrifique, mais pas seulement psychologique, c'est-à-dire qu'il y a de l'horreur au sens gore et crado dans ce livre, et je pense que les gens ne s'étaient pas forcément renseignés plus que ça, mais encore une fois, c'est pas de leur faute, si on sait pas, on sait pas. Et quand ils sont arrivés à ces thématiques dans le livre, ça a dû les étonner, voire à mon avis en dégoûter certains. Moi, j'ai beaucoup aimé, franchement. On va suivre Naomi. Naomi est une fille issue de la classe bourgeoise au Mexique dans les années 50. Elle a une vie vraiment très moderne pour l'époque, c'est-à-dire que même si elle ne va pas à l'université nationale avec les hommes, elle a quand même le droit, elle a été autorisée par ses parents à faire des études dans une université pour femmes. Elle sort, elle fume, etc. En gros, elle a de l'argent et elle est une femme libre au sens qu'on l'entend à l'époque. Sauf que son père un jour va recevoir une lettre de la part de la cousine de Naomi qui dit à l'aide, en gros, grosso modo. Cette cousine avait épousé un homme issu de l'aristocratie et de la vieille bourgeoisie plutôt anglaise, qui s'était établie au Mexique le siècle d'avant. Et elle s'était donc mariée avec lui et s'était installée avec lui et sa famille dans un vieux manoir perdu au fond de la montagne au Mexique. Et donc le père de Naomi va lui dire « Écoute, je t'autoriserai à sortir avec tel garçon que moi j'appréciais pas forcément à la base, si tu acceptes d'aller voir ce qui se passe chez ta cousine et de t'occuper d'elle et éventuellement s'il faut de la ramener. » Donc Naomi va partir dans ce manoir, elle va rencontrer la famille, elle va se rendre compte qu'effectivement il se passe des choses très étranges, elle va s'attacher à une personne en particulier et je m'en arrête là avant de vous en dire trop sur le résumé. J'ai encore une fois beaucoup aimé la plume de l'autrice, c'est encore très bon. Même si j'ai préféré légèrement Gods of Jade and Shadow, mais la thématique de Gods of Jade and Shadow faisait qu'elle pouvait avoir une plume un peu plus lyrique, vu qu'on était dans quelque chose de vraiment très mythologie, très onirique, franchement plus fantastique que celui-là. Elle avait une plume, elle pouvait se permettre d'autres choses. Là, il fallait que ce soit un peu plus sobre, mais ça restait très qualitatif. J'ai beaucoup aimé le personnage de Naomi, même si par certains côtés elle m'agaçait un petit peu. En même temps, j'ai beaucoup aimé les réflexions qu'elle pouvait avoir en tant que femme moderne pour son époque. C'était très chouette. J'ai également aimé un autre personnage, mais je vous dirai pas qui, j'ai pas envie de vous spoiler. Et pour en venir à l'aspect horrifique, en fait, moi je consomme de la mythologie de tout genre, de tous horizons, depuis à peu près mes 5 ans, je dirais, 5 ans, 6 ans.
Et ce qui fait qu'au bout de 70 pages, il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, qui aurait pas forcément sauté aux yeux de tout le monde. C'est pas pour me vanter, c'est même l'inverse, c'est pour vous dire à quel point je suis toquée. Il y a quelque chose qui m'a sauté aux yeux, et là, dans ma tête, ça a fait ah, donc c'est ça la clé du roman en fait. Et effectivement, je suis arrivée à la fin et c'était ça la clé du roman. J'avais pas tous les tenants et tous les aboutissants, évidemment, mais je savais vers quoi on allait, quelles étaient les ambitions et les buts des protagonistes de la famille, et j'avais à peu près une idée de comment ils allaient y arriver, simplement je voyais pas exactement le cheminement ou les outils en quelque sorte qu'ils allaient utiliser. Donc ça m'a pas gâché la lecture, mais forcément j'étais moins surprise, il n'en reste que c'est du très bon roman gothique, et que niveau horrifique c'était plutôt sympa. Par contre, si vous êtes sensible à ce genre de questions, sachez que je sors les warnings pour ce qui est concernant le viol et les violences sexuelles. C'est pas complètement graphique ni complètement décrit, mais en attendant, ça fait partie des thématiques du roman. Donc également, la question de l'inceste est très importante si c'est quelque chose qui peut vous toucher. Mais je continuerai à lire cette autrice. Il y a 2 autres de ses romans qui sont dans ma wishlist. D'ailleurs, je crois que c'est l'intégralité de ses romans au final qui s'est retrouvée dans ma wishlist. Mais sachez que c'est vraiment du très très bon. Simplement, si vous intéressez par son titre ou sa couverture, sachez qu'on n'est pas que dans du gothique, on est franchement dans de l'horrifique. Mais ça reste une très chouette lecture néanmoins. Après avoir lu Mexican Gothic, j'avais quand même un peu besoin de changer de thématique et de me changer les idées, parce qu'en plus, ce que je vous ai pas dit, c'est que j'ai mis en place une petite stratégie, c'est un bien grand mot, pour avancer dans ma pile à lire du Pumpkin cette année, parce qu'en fait, j'ai toujours tendance à faire des piles à lire absolument plus que optimiste, complètement surréaliste, et en général au bout d'un moment ça m'énerve et j'ai envie de lire d'autres choses, des choses qui sont des fois bien plus vieilles dans ma bibliothèque, mais voilà, ça me prend comme ça. Donc cette année, ce que j'ai décidé de faire, c'est que j'ai rangé sur mon étagère tous les romans de ma pile à lire à peu près dans l'ordre des menus et des sous-catégories, et ce que je fais à chaque fois, c'est que je prends un roman, et ensuite le roman d'après je le choisis dans un autre menu avec une toute autre thématique, ce qui me permet de varier et d'avancer comme ça dans ma pile à lire sans m'ennuyer ou sans rester bloqué sur un seul genre, pour qu'au final, par exemple, si je lisais tous mes thrillers d'un coup, et ça me ferait très envie, hein, si je devais être honnête, ben après j'en aurais plus et je me retrouverais avec toute la fantasy d'un coup et j'aurais plus forcément envie de lire de la fantasy, donc j'alterne. Et pour changer, après Mexican Gothic, j'ai lu Heartstopper de Alice Oseman, le tome 1, enfin je l'ai lu, je l'avais acheté cet été. Je l'ai lu très très vite, mais alors qu'est-ce que c'était bien! C'était beaucoup trop chouette. C'est un petit coup de cœur, ouais, allez, un petit coup de cœur quand même. J'ai tout aimé, j'ai aimé les personnages, j'ai aimé les émotions, j'ai aimé la pointe d'humour, j'ai plutôt aimé le style graphique. On est sur un roman graphique de 260 pages, mais alors, pour vous dire, le texte, il y en a peu, hein. Je vous avais fait une vidéo il y a pas longtemps sur ce que je vous conseille pour débuter la lecture en VO en termes de graphique, d'ailleurs je vous la remettrai en haut de l'écran. Celui-là aurait pu rentrer sans problème. Regardez, même les pages où il y a du texte, ça se bouscule pas au portillon, clairement. Ici on va suivre Nick et Charlie. Charlie, c'est un élève qui a une quinzaine d'années, qui a fait son coming out l'année précédant l'année où se passe ce tome. Et si au début il a été victime de moqueries et de harcèlement scolaire, les choses se sont tassées. Et il est devenu un peu, pas une mascotte du lycée, mais en tout cas il est plutôt très apprécié. Et un jour dans sa classe, il va rencontrer Nick. Nick qui est un membre de l'équipe de rugby, qui est un peu un cliché, le parfait, le beau gosse qui joue au rugby, etc., qui a toutes les filles à ses pieds, qui va à des fêtes, qui a plein d'amis. Et ils vont sympathiser, et comme Charlie court très vite, Nick va lui demander s'il veut intégrer l'équipe de rugby, et il va se rendre compte que Charlie est franchement pas mauvais au rugby, donc ils vont devenir très très amis, et au fur et à mesure ça va se transformer en un peu plus, hein. Clairement on est sur de la romance, mais j'ai adoré, c'était super doux, mais vraiment j'avais pas le moral quand j'ai lu ça, et quand je suis ressortie à la fin, bah, ça m'avait fait du bien à mon petit cœur. J'ai hâte de lire la suite, le tome 4 a été publié très récemment, donc je vais me jeter sur les tomes 2 et 3 pour pouvoir avancer dans la saga. Je sais qu'il y a aussi des romans qui sont dans cet univers, notamment sur la sœur de Charlie, donc j'ai mis tout ça dans ma wishlist. Si je les trouve, et bah écoutez, je me les procurerai, mais même si vous lisez pas en VO, franchement allez-y, il y a vraiment peu de texte, et le peu qu'il y a c'est très facile, c'est très très accessible,
et c'est plein d'émotions, donc au pire, vous allez peut-être rater une ou deux phrases, mais franchement, c'est pas grave, vous aurez l'ambiance générale et c'est ça qui compte, vous aurez les émotions des personnages et c'est ça qui compte. Donc franchement, foncez, c'est super, ça fait beaucoup de bien, surtout pour un jour un petit peu maussade. Et dernière lecture de cet avis, on reste un petit peu dans l'ambiance doudou, mais dans un tout autre contexte. J'ai terminé très récemment, avant-hier, Dear Mrs. Bird de A.J. Pierce. Ça c'est pareil, j'avais pas trop le moral comme je vous le disais ce week-end. Donc j'ai lu ça et ça m'a fait beaucoup de bien. Je l'ai lu en partie dans mon bain et c'était super chouette. Si vous vous en souvenez, je vous en ai parlé en book haul et ensuite dans ma pile à lire. On va suivre Emmeline. On est en plein milieu de la Seconde Guerre mondiale à Londres, donc en plein milieu du Blitz. Et en fait, Emmeline, elle travaille dans un cabinet d'avocats et elle est bénévole aussi chez les pompiers, c'est-à-dire qu'à l'époque, forcément, il n'y avait pas les beepers et les portables. Donc il y avait des réceptionnistes qui, quand il y avait des raids aériens, décrochaient le téléphone pour noter l'adresse des gens qui avaient été touchés par les raids et ensuite dispatcher l'info aux pompiers sur place. Et donc elle est bénévole là-dedans. Mais elle s'ennuie un peu dans son job et elle se dit qu'elle pourrait faire plus, en plus d'être bénévole. Elle rêverait d'être journaliste de guerre, c'est ce qu'on appelait les Lady War Correspondents, donc les journalistes féminins de guerre. Et elle rêverait d'être ça, et un jour elle va voir une petite annonce dans un journal féminin, et elle va foncer en se disant, bon, c'est peut-être pas la folie, mais ça me permettra de mettre un pied à l'étrier, de découvrir les ficelles du métier, etc. Donc elle fonce, et elle est recrutée. Sauf qu'il y a eu un gros malentendu, c'est pas pour un poste de journaliste du tout, c'est pour un poste d'assistante/secrétaire de Mrs. Bird, qui est en fait la Madame Courrier du Cœur de ce magazine féminin, sauf que cette dame, au moment où la Seconde Guerre mondiale a éclaté, était déjà retraitée. Elle a déjà été rappelée pour travailler pour le journal, parce qu'avec la guerre, il n'y a plus personne. Et clairement, c'est pas franchement une femme de son temps. Ou plutôt, c'est une femme de son temps. Voilà, on va le dire comme ça. C'est-à-dire que c'est une très mauvaise Madame Courrier du Cœur. Elle refuse tout courrier qui fait, par exemple, mention de problèmes au sein des couples, que ça soit des problèmes d'infidélité, des problèmes liés aux relations intimes, etc. Elle refuse tout ça. Elle refuse également les femmes qui sont tombées enceintes sans le vouloir, les femmes qui ont été abandonnées par leur mari, les femmes qui ont des soucis liés à la guerre. Par exemple, elles ont rencontré un soldat étranger, elles sont tombées amoureuses, leurs parents ne sont pas d'accord et elles se retrouvent toutes seules à la rue. Mrs. Bird, tout ça, elle refuse de répondre à ces lettres, elle refuse d'aider ces femmes et Emmeline va être extrêmement touchée par cette situation. Donc vous vous en doutez, elle va un peu essayer de mettre son grain de sel là-dedans. Ça va pas se passer comme elle l'espérait, vous vous en doutez bien. À côté de ça, on va suivre sa vie, on va également suivre la vie de sa meilleure amie, Bunty, qui est fiancée à William, qui fait partie de la caserne de pompiers où Emmeline est bénévole. Et au début, ça faisait clairement comédie romantique. Une petite phrase d'un journal derrière parle de Bridget Jones. Alors on n'est pas là-dedans, hein, clairement. On n'est pas sur quelque chose d'aussi scandaleux que Bridget Jones. On est sur quelque chose de bien plus convenu, évidemment, pour l'époque. Même si ça date de nos jours, hein, ça a été écrit de nos jours, mais l'ambiance de l'époque est respectée. Une Bridget Jones à l'époque, elle aurait été pendue et brûlée, soyons clairs. Et ça faisait un peu quand même l'aspect un peu tranche de vie de Bridget Jones, et le ton faisait clairement penser à un journal intime, mais il va se passer des choses beaucoup plus graves dans la vie de Emmeline et Bunty, des choses plus lourdes, beaucoup plus tristes aussi. J'avoue que j'ai tiré ma petite larme dans ce livre, et c'était super, ça faisait un peu téléfilm de Noël. Allez, on va dire un peu ça comme ça. Il y a une toute petite romance qui s'ébauche, mais c'est vraiment très léger, et moi j'ai adoré qu'elle prenne pas le pas sur le reste. C'est vraiment un roman plein d'espoir, plein d'émotions, plein d'amour aussi. Ça parlera à mon avis à pas mal de gens. J'ai beaucoup aimé les parents de Emmeline, j'ai adoré. J'ai adoré Mr. Collins, qui est son patron. C'est quelqu'un de très pince sans rire, mais au final qui a énormément d'humanité. Je me suis aussi beaucoup attachée à Bunty. Et c'était très très chouette. J'ai ri plusieurs fois, comme je vous l'ai dit, j'ai tiré ma petite larme, mais c'était génial. Encore un petit coup de cœur, comme quoi on en est à 2 gros coups de cœur et 2 petits coups de cœur sur 6 livres, franchement c'est bien. Hein, et je lirai la suite qui est sortie cette année avec grand plaisir. Une petite remarque sur le ton, comme je vous le dis, l'autrice a fait des efforts pour respecter le ton de l'époque et c'est très très bien.
Mais si vous êtes débutant, ça sera pas forcément facile dans le sens où il y a certaines structures qui sont, alors qu'on n'est pas si longtemps après, mais qui sont déjà un peu désuètes en anglais. Après, c'est pas non plus très très gênant. Il y a quelque chose que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, je sais pas si je vais vous trouver un exemple. Et en fait, il y a beaucoup de mots ou d'expressions qui sont, comment on dit, capitalized, avec des lettres majuscules, pardon, je suis fatiguée aujourd'hui. Et ça devient un peu des, comment dire, pas des mots-clés, mais des choses qui forcément vous sautent aux yeux et qui, ça donne des connotations. Par exemple, tous les courriers que Mrs. Bird refuse de lire, elle les a classés elle-même dans une liste qu'elle a intitulée Unpleasantness, donc avec un U majuscule, et ça veut dire les choses C majuscule, désagréable, D majuscule. Et je sais pas si vous voyez l'effet que ça peut avoir. Et en fait, il y a ça très très souvent dans ce roman. Et ça fait vraiment l'esprit, en fait, journal intime, en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. C'était vraiment très très divertissant, mais aussi très touchant. Si vous avez l'occasion, il a été traduit en France. Déjà, ça fait un petit moment, mais j'ai l'impression qu'il est passé complètement inaperçu, alors qu'à mon avis, ça pourrait parler à plein de gens. Si vous cherchez c'est pas franchement une comédie romantique, mais plutôt du feel-good qui est quand même pas mal de profondeur et qui aborde tout un tas de choses, bah forcément, on va parler de la place de la femme, entre autres. Et ben écoutez, c'est du très très bon roman, et je vous le dis, l'anglais, si vous avez quand même un peu l'habitude de lire en anglais, ça devrait passer. Pas pour les débutants, mais si vous avez l'habitude, ça devrait passer. Et bah écoutez, c'en est tout pour ce point lecture. Je pense pas qu'il ait été très long, je verrai ça au montage, ça je trouve, je vais me maudire et me taper la tête contre les murs. On verra ça bientôt. Mais en tout cas, voilà, c'en est tout. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si certains de ces livres vous font envie. N'hésitez pas surtout à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres, notamment si vous avez lu Mexican Gothic. Je voudrais votre avis pour savoir si vous aussi vous faites partie des gens qui ont été un petit peu désarçonnés par ce roman, ou si vous avez trouvé que il faisait quand même son job. Donc je vous attends en commentaire. N'hésitez pas donc forcément à commenter, à liker, à vous abonner à la chaîne, à recommander cette chaîne à quelqu'un si vous pensez que ça pourrait lui plaire. Moi, je vous dis un grand merci et je vous dis à très bientôt. Ciao!